Dans ce cinquième cours sur le langage C, nous allons ajouter certains concepts. Nous allons voir comment formater l'affichage avec notamment des pourcents 2D ou pourcents .2LF, ça c'est pour les entiers et puis pour les nombres réels. Nous allons aussi voir une nouvelle et la dernière d'ailleurs structure de contrôle, switch, alors qui permet de faire une sélection multiple par rapport à une valeur entière. Nous allons voir aussi comment définir des constantes, alors constantes ou macros d'ailleurs. Et nous terminerons avec la gestion des accents sous Windows, et nous verrons un petit peu ce que c'est que le codage ASCII. Avant d'aller plus loin dans le cours, revenons sur les 4 structures de contrôle que nous avons utilisées. Nous avons 4 exemples. Sur ces 4 exemples, on peut voir que jusqu'à présent, nous avons, quel que soit le nombre d'instructions à suivre, nous avons placé des accolades. Donc dans ces exemples, on a 2 cas de figure. Premier cas de figure, par exemple pour la boucle for, on peut voir qu'on a une seule instruction à suivre. Pour le if, on a pour le test n égale à 0, 2 instructions à suivre, alors que pour le else, on retrouve une seule instruction. Pour le do while et le while, on peut retrouver 2 instructions. Alors la règle, en général, c'est de dire, quel que soit le nombre d'instructions, on mettra des accolades, mais on pourra ne pas mettre d'accolades dans le cas où on a une seule instruction à suivre. Nous allons maintenant essayer de répondre à la question comment afficher des valeurs sous forme de tableau. J'ai pris ici 3 valeurs, 234, 1 et -1. J'aimerais les afficher, quel que soit l'ordre de l'affichage, sous forme de tableau. Alors, dans le premier exemple, on retrouve en fait la problématique. Si j'essaye d'afficher 234, 1 et -1, et la ligne du dessous, 1, 234 et -1, on voit bien qu'il y a un décalage au niveau des valeurs, donc on n'aura pas des valeurs qui sont les unes en dessous des autres. Alors la solution à ça, c'est justement le formatage avec le pourcent 3D au lieu de pourcent %D, qui va permettre de définir 3 espaces, quelle que soit la valeur de la variable à afficher. Si j'avais des valeurs un peu plus grandes, il faudrait que je mette pourcent 4D ou pourcent 5D. Alors le résultat, il est beaucoup plus propre, on retrouve nos colonnes, et on retrouve les valeurs qui sont l'une en dessous de l'autre. Passons à l'affichage de type double. Pour les variables à virgule, on a le pourcent %LF qu'on a déjà vu. On peut voir qu'il y a 6 chiffres après la virgule. Deuxième solution, le pourcent %LG. Donc dans ce cas, on affiche comme sur une machine à calculer, c'est-à-dire au mieux. Alors pour un affichage formaté avec pourcent %LG, on va pouvoir utiliser comme avec le pourcent %D, pourcent 5 LG, on avait pourcent 3D, ce qui permet de faire un affichage avec au moins 5 cases utilisées. Si c'est par exemple 23,4, 23.4, c'est 4 caractères, donc on va rajouter un espace. 123, c'est 3 caractères, il faudra rajouter 2 espaces. Donc ça permet de faire un affichage sous forme de tableau. On termine avec le pourcent .2LF ou pourcent .3LF ou pourcent .1 qui correspond au nombre de chiffres après la virgule à afficher. On aurait pu aussi définir le nombre de chiffres avant la virgule. Par exemple, si j'avais mis pourcent 5.2 LF, on aurait eu au moins 5 chiffres à compléter avec des espaces avant la virgule et 2 chiffres après la virgule. Alors avant de voir le switch case qui est un if à choix multiples, voyons 2 mots-clés du C, le break et le continu. Alors pourquoi voir maintenant ces 2 mots-clés? Tout simplement parce que le break est utilisé dans le switch case. Alors, prenons un premier exemple, utilisant le do while. L'exemple est simple, tant que la valeur entrée par l'utilisateur n'est pas égale à 1, on recommence. Alors ce problème pourrait être traité avec le mot-clé break. Voyons l'exemple tel qu'il est proposé ici, on a une boucle infinie, puisque while 1 est toujours vrai. Sauf que dès que j'ai n égale à 1, le mot-clé break va me permettre de casser la structure et donc de sortir du while. Alors pour le mot-clé continue, un petit test avec la boucle for. Donc cette fois-ci, si i est égal à 2, on continue, ça veut dire qu'on ne fait pas la ligne qui suit, ce qui veut dire qu'on n'affichera pas la valeur 2, puisque quand i est égal à 2, on continue, donc ça veut dire qu'on ne fait pas le printf %d, virgule. Donc l'affichage au final sera 0, 1, 3 et 4. Alors on évitera au maximum l'utilisation de ces mots-clés break et continue. Par exemple, pour la boucle for, on aurait pu utiliser if i différent de 2, printf %d, et on aurait eu le même résultat. Ça reste plus lisible, et c'est ce qu'on essaiera de faire à chaque fois qu'on fait un programme, c'est d'avoir un programme le plus lisible possible. Donc passons maintenant au switch case, qui est une structure à choix multiples. Le switch case va permettre de répondre de façon plus élégante que le if à des problématiques de choix multiples. Alors, dans ce premier exemple, on demande à l'utilisateur d'entrer une valeur entière. Le switch ne pouvant traiter que des valeurs entières, on va traiter 3 cas. Le cas où la valeur est égale à 1, le cas où la valeur est égale à 2, le cas où la valeur est égale à 3, et le cas où ce n'est ni 1, ni 2, ni 3. Donc, si on essayait de traiter ce problème avec une structure en if, on voit que le programme serait beaucoup plus complexe, puisqu'il faudrait d'abord traiter le cas 1, et sinon traiter le cas 2, sinon traiter le cas 3, et sinon ça veut dire que c'est ni 1, ni 2 et ni 3.
Alors passons à l'expérimentation et voyons l'intérêt du break dans un switch case. Si je tape 1, on peut voir qu'il m'affiche C1, donc il vient ici et il exécute le code. Et le break, on va voir, nous permet de sortir du switch. Alors je vais enlever tous les breaks, je relance, je rentre 1. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il m'affiche C1, C2, C3, C pas 1, 2 et 3, c'est-à-dire qu'il affiche toutes les valeurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Valeur était égale à 1, il a exécuté la première ligne. Comme il n'y avait pas de break, il a continué, il a exécuté la deuxième ligne, puis la troisième ligne, et enfin la quatrième ligne. Ce qui veut dire que le break fait complètement partie d'une structure en switch case. Alors, supposons maintenant deux cas de figure. Le cas où j'écris 1 ou 2 ou 3, et dans ce cas-là, je vais mettre c'est 1 ou 2 ou 3. Et le cas où c'est ni 1, ni 2, ni 3. Si j'enlève le texte et les breaks, que j'ai 1 ou 2 ou 3, c'est printf qui va s'afficher. Vérifions. J'écris 1, voilà le résultat, c'est 1 ou 2 ou 3. 2 amène le même résultat. Et 3, le même résultat. Voilà, donc en fait, on aurait pu écrire le code comme ceci. Donc voyons un exemple plus complexe, intégrant des switch cases d'un côté ou des if de l'autre. On peut voir que le programme avec les switches est plus élégant, plus simple à lire. Donc dans le cas où valeur est égale à 1, 3, 5, 7 ou 9, donc c'est une suite de cases. On a vu que si on ne met pas le break, ça équivaut à des ou. Voilà de l'autre côté comment est traité ce cas-là avec des if. Et ensuite on retrouve des breaks pour le cas où on a 2, et puis le cas où on a ni 2, ni 1, 3, 5, 7 et 9. Alors j'ai rajouté à ce programme un test sur des valeurs qui seraient comprises entre 0 et 10 exclus, ce qui permet de traiter tous les cas. Terminons notre visite des switches avec un nouveau programme. C'est un programme assez simple de conversion euro-dollar. Ce convertisseur euro-dollar permet deux choix, le choix 1 euro vers dollar ou le choix 2 dollar vers euro. On peut voir qu'on a le taux courant, donc c'est 1,12. Ce taux, il est utilisé deux fois, donc soit avec une multiplication pour passer de euro vers dollar, soit une division pour passer de dollar vers euro. Alors le taux, on peut le retrouver. Il suffit d'aller sur Internet, de taper taux euro-dollar. On voit que c'est 1,08. Ça veut dire qu'il faudrait le changer. Hein. Donc ça, c'est pas forcément un programme très pérenne, mais on va dire que pour l'instant, il nous convient. Vous voyez qu'on a un souci, puisqu'il faut modifier deux fois ce taux. Hein. Le taux pour le calcul de euro vers dollar et le calcul vers dollar vers euro. Alors si cette ligne-là n'était pas à la ligne 15, mais qu'elle soit un peu plus loin, disons ici, ben je pourrais faire cette modification et oublier de faire la modification un peu plus loin. Voilà, ce qui est quand même un souci. Donc on parle de nombre magique. Alors ce nombre magique, pourquoi on parle de nombre magique? Ben parce que c'est des nombres qu'on peut retrouver un peu partout dans le programme, qui peuvent être dédoublés ou voire triplés et qui peuvent générer des bugs puisqu'on risque de ne pas les modifier tous et d'en oublier quelques-uns. Alors on va plutôt mettre ces nombres-là, ces nombres magiques, on va les mettre au tout début pour pouvoir les modifier, que cette modification s'applique partout dans le programme. Alors deux solutions. Soit l'utilisation du mot-clé const, c'est une variable, donc c'est une variable constante, donc de type double, qu'on va appeler taux, et on va lui fixer la valeur 1,08. Cette constante, on va la remplacer. On va la placer ici et ici. Ce qui veut dire que si le taux change, on n'aura qu'une seule et unique source qui sera en dehors du main, donc ce qui va permettre de générer moins de bugs. On a une deuxième solution, c'est d'utiliser les macros, donc dièse define. C'est comme le dièse include, hein, c'est le même phénomène, c'est-à-dire qu'on va lui appliquer le taux, on va mettre la valeur, surtout pas de point-virgule, puisque c'est une directive préprocesseur, on verra un peu plus tard, qui est particulière. Je n'ai pas créé de case mémoire. Alors testons le programme. Donc, je vais faire une conversion euro vers dollar. Par exemple, je veux convertir 100 euros. Le résultat, c'est 108 $. Alors évidemment, si j'essaye de modifier le taux quelque part, on voit bien que c'est pas possible. Alors, si j'avais fait un const double taux égale
1,8, j'aurai le même problème, c'est-à-dire que comme j'ai défini une constante, que ce soit un dièse define ou une constante, on ne peut pas modifier, c'est le but, hein, c'est-à-dire que le taux est non modifiable, c'est le taux du jour, donc je veux que le compilateur me bloque, parce que je me suis trompé, parce que en programmant, j'ai mis taux égale 2 par erreur. Je veux que le compilateur m'aide et ne me permette pas de faire cette modification. Donc si on résume ce qui a été dit précédemment, un programme n'aura a priori jamais de nombre magique. Ce nombre magique sera remplacé soit par une constante, soit par une macro, ce qui nous permettra d'être certain d'avoir une unicité de valeurs, non pas des valeurs un peu distribuées un peu partout dans le programme. Alors passons à la dernière partie du cours qui correspond à la gestion des accents. Alors prenons un premier exemple, c'est sur Python-Tutor. Python-Tutor utilise une machine sur le cloud, donc qui est une machine Linux. Alors, voyons comment ça se passe sous Linux. On aurait pu utiliser une machine virtuelle, c'est pareil. Je lance, on voit que les actions sont correctement affichées, pas de problème sur cette première partie. Alors voyons l'affichage, cette fois-ci sous Windows. On voit qu'on a un souci, l'affichage des accents ne se fait pas du tout correctement. Alors, si on essaye de comprendre la gestion des accents en C sous Windows, il faut bien comprendre que l'invite de commande n'a pas le même codage des caractères. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je tape le « et » accent aigu de compare sous Windows, donc avec Visual Studio, celui-ci va avoir un code. Et si je prends ce même code et que je regarde à quoi il correspond dans une fenêtre DOS, donc dans l'invite de commande, je vais retrouver un autre caractère. On peut cependant remarquer, c'est la partie en jaune, que les 127 premiers caractères, correspondent aux caractères ASCII, ont le même code. Ce qui permet, quand on n'a pas d'accent, d'avoir un affichage identique d'un texte qui a été saisi sous Windows avec son affichage dans l'invite de commande. On a vu que dans une table ASCII, il y avait 32 caractères de contrôle. Alors tous les caractères de contrôle ne sont pas utilisés, mais on pourra en utiliser certains en C, notamment anti-slash A pour faire un petit bip, un petit son. Anti-slash B pour le retour à l'arrière, on retrouve le anti-slash N, le anti-slash C pour la tabulation. Alors on va faire quelques tests pour comprendre tout ça. Alors voyons un exemple utilisant les caractères de contrôle. Alors le premier, donc on va afficher compare le renard se mit à jour en frais. On va ensuite revenir en arrière et donc revenir sur 30 caractères en arrière, qui correspond à peu près à où se trouve renard. On va afficher poète à la place. Ensuite, on va sauter une ligne. Et ensuite, on va utiliser les tabulations pour afficher deux messages, l'un en dessous de l'autre. Alors, on va passer au test, mais on va placer un point d'arrêt. Voilà, donc là, on est sur... Donc le code est arrêté avant printf poète, on retrouve le printf qui a été affiché, et on retrouve le curseur, puisque avec la boucle for, mon curseur était là, je l'ai ramené au niveau de renard. On va exécuter le code en mode pas à pas, donc c'est F10, donc là on voit que poète vient de s'afficher, F10, on continue, on saute à la ligne, on voit que le curseur a sauté une ligne, on continue, première tabulation, on va jusqu'au bout, voilà, et on retrouve le message avec, grâce au backslash, je suis revenu et j'ai affiché poète, puis les deux lignes qui sont l'une en dessous de l'autre, une tabulation, une autre tabulation et une dernière tabulation. Alors tant qu'on y est, on peut faire un petit slash A qui correspond au bip. Je vais enlever le débugger, hein, comme ça je vais lancer directement le programme. Voilà, et on a bien le bip qui est apparu. Alors avant de passer à la gestion des accents, voyons déjà une première commande pour comprendre cette notion de fonction système. Voyons une première commande qui s'appelle color. Cette commande color prend un paramètre. Alors ce paramètre, c'est une valeur en hexadécimal. Donc la première valeur sur 4 bits correspond à la couleur de l'arrière-plan. Et la deuxième valeur à la couleur de la police. Si on tape color 2E, on aura une invite de commande sur fond vert avec une police en jaune. Alors il est possible d'appeler cette commande directement en utilisant la fonction système. Et la fonction système va donc exécuter color 2E, donc faire passer l'invite de commande sur fond vert avec une police en jaune, et va afficher bonjour. Alors nous ferons le test juste après. Alors de la même façon, la fonction système qui est définie dans stdlib.h peut appeler la commande chcp qui permet de changer le code page, donc change code page, et de passer en 1252, c'est-à-dire le code page de Windows. Alors grâce à cette fonction, nous allons pouvoir afficher les caractères dans l'invite de commande. Alors passons à l'invite de commande, cmd, on va taper color 2e, passe en vert, on peut changer par exemple color E2,
Cette fois-ci, on est en fond est jaune et la couleur de la police est vert. Alors on peut faire un CHCP 1252. Donc ça, c'est pour changer le code page. Alors on voit que le code page active est égal à 1252, donc ça a été activé. Si je relance la commande et que je fais un nul, alors la commande est exécutée, mais le résultat de la commande n'est pas affiché. C'est pour ça qu'on va rajouter cette commande système directement avant de lancer l'affichage des accents. Alors si je lance ce petit programme, on voit que je suis passé en vert avec bonjour. Donc si je reprends le programme, je rajoute la fonction système avec CHCP 1252, je change de code page et je ne fais pas afficher le code. Alors on peut essayer de voir si on enlève le nul. Voilà, on voit que le page de code active et j'ai bien les caractères qui sont correctement affichés, même les accents. Et si je rajoute nul, j'ai bien le texte qui est affiché avec les accents.